pas oublier que Sassou Nguesso, que ce soit en 77, en 1977, 1979, que ce soit en 1997, il n'est pas passé par la Constitution, par les Congolais pour conquérir son pouvoir. Il faut bien comprendre cela. Il reste égal à lui-même. C'est nous qui parfois, nous, c'est-à-dire les Congolais, c'est nous qui oublions. Mais lui, il est égal à lui-même. Dans sa tête, M. Sassou Nguesso, la Constitution ne veut rien dire. Okay. La dernière fois que si ça dépendait des textes, M. Sassou Nguesso, c'est en prison qui serait non au pouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous nous recevez. Merci de nous suivre sur les antennes de TELER TV. Aujourd'hui, R7, Renaissance 7 jours sur 7. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur un certain nombre d'enjeux politiques au Congo-Brazzaville. Nous allons parler de cette affaire de la vente ou de la cession des terres ancestrales congolaises au Rwanda. L'affaire n'est pas terminée tant qu'on n'aura pas vu clair là-dessus, tant que le régime de Congo-Brazzaville n'aura pas apporté aux Congolais toutes les données claires là-dessus, nous en parlerons. Le deuxième point, nous parlerons de ces nouvelles terres que le régime du Congo-Brazzaville aurait trouvées ou découvertes en Asie centrale. Très bientôt, M. Denis Sassou Nguesso va entreprendre une visite officielle au Kazakhstan. Après que sa nouvelle égérie, Mme Françoise Joly, ait fait le travail de débroussaillage, on l'a tous vu, M. Denis Sassou Nguesso est en route pour le Kazakhstan. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé là-dedans, au Kazakhstan? Notre invité, parce que nous avons un invité, va nous donner des clarifications là-dessus. Nous parlerons également de ce que nous appelons les trafics avec le FMI. Ils ont encore chanté, ils ont encore dansé pour avoir signé un accord avec le FMI. Ça n'en finit pas cette année. Notre invité va nous en parler également. Est-ce qu'il va faire un rapport avec les nouvelles terres de l'Asie centrale? Vont-ils chercher de l'argent là-bas? Vont-ils chercher des armes là-bas? Nous n'en savons rien. Mais en tout cas, l'Asie centrale, comme on l'a dit, devient un chemin, n'est-ce pas, bien balisé pour le régime de Brazzaville. Nous terminerons par ce qu'on peut appeler la dramaturgie du système sécurocrate au Congo-Brazzaville. Ces jours-ci, M. Ndengue a été mis à la retraite, un peu comme forcé, parce qu'il y a du rififi dans l'air. Notre invité également nous apportera quelques éléments là-dessus. On entend par-ci par-là que M. Ndengue aurait fait enregistrer 8 heures de vidéos, comme à l'époque, Pierre Anga avait fait également pareil, quand M. Denis Sassou Nguesso s'était entrepris, n'est-ce pas, à le poursuivre jusqu'à l'abattre, on le sait très bien. Est-ce que c'est la même chose avec Ndengue? On ne sait pas. Nous en parlerons avec notre invité, qui n'est pas un invité des moindres. Vous le connaissez, il intervient beaucoup sur nos chaînes et sur les chaînes concurrentes. Il s'agit du professeur Félix Bankunda Pélé. Le professeur Bankunda Pélé est un expert du droit, vous le savez très bien. Il est consultant, il est enseignant, il est chercheur. Donc, il connaît bien le droit.
Et c'est un politologue également. Il connaît bien la politique congolaise et la politique internationale. Nous serons très attentifs à son discours. Alors, sans plus tarder, accueillons notre invité. Bonjour, professeur Félix Bakunda Mpili. Bonjour, Georges Goma. Heureux de vous revoir. Très heureux de vous revoir également. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas jasé ensemble. En effet. Eh bien, on va se rattraper aujourd'hui. Tout à fait. Alors, vous m'avez entendu faire un peu cette introduction. Allons directement sur ma première question concernant les terres congolaises. Je vais me permettre de lire pour que vous me saisissiez très bien et que vous ajustiez, n'est-ce pas, les réponses qui vont avec. Alors, ma première question, c'est la suivante. Après l'affirmation par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le nommé Vincent Biruta, selon laquelle affirmation, les terres congolaises n'ont été ni cédées, ni vendues, ni données. Va-t-on pour autant dire, professeur Bakunda Mpili, que cette affaire est désormais close? Merci pour la question, Georges. Je n'ai pas besoin de dire à nos compatriotes que cette question est tout sauf banale. Puisqu'on en parle depuis un peu plus de 2 ans déjà, et je pense que les Congolais ne se fatiguent pas. En même temps que l'on peut constater que sur cette question, sans qu'on ait parlé avec l'ensemble de nos compatriotes, il y a une forme d'unanimité. Autrement dit, une forme, disons, de nation dont on aurait toutes les raisons d'avoir des doutes pour émerger, pour se rendre compte que sur cette question, nos démons traditionnels du genre nord-sud ont été totalement éclipsés. Donc, on peut dire que cette question est tout sauf banale. Je vais y aller directement, donc, sur le fond. Non, le sujet n'est pas clos. La première question que l'on se posera, c'est celle de savoir pourquoi le ministre des Affaires étrangères, au lieu de commencer par dire que, ben oui, nous nous étions trompés, puisque, après tout, si nous étions dans les hypothèses de départ, ceux qui ont remis la question sur la sellette et la fixée, ce sont bel et bien les Rwandais eux-mêmes. On l'a déjà dit, mais on ne le répétera jamais assez. C'est d'abord l'ambassadeur du Rwanda au Congo qui va voir le ministre de l'Intérieur, le ministre, disons, chargé, disons, du foncier au Congo, M. Mabiala, pour ne pas le nommer, pour demander, disons, les actes. C'est ensuite, effectivement, la télévision, disons, les médias rwandais même qui prennent le relais pour... les actes, c'est-à-dire le titre foncier, hein? C'est bien ça, parce que le titre foncier, c'est le document fondamental pour qu'une personne puisse se prévaloir de quelque chose comme étant devenu une propriété privée. C'est bien cela, professeur? C'est clair. C'est peut-être qu'on a tellement parlé que je me dis que, mais vous avez raison de dire qu'il faut bien repréciser. Donc, disons, après avoir fait, disons, cette petite rétrospective uniquement, disons, pour disons, mettre tout le monde, disons, même diapason, la question, c'est une question importante, mon cher Georges, et elle ne peut pas être close par, disons, effectivement, disons, l'intervention du ministre des Affaires étrangères qui donne l'impression que c'est les Congolais qui sont en train d'acquérir le pouvoir de M. Sassou Nguesso, alors que c'est eux-mêmes qui, effectivement, ont, c'est-à-dire eux-mêmes, à partir de, effectivement, les 2 niveaux que je viens de rappeler, c'est-à-dire l'ambassadeur et les médias rwandais eux-mêmes qui ont bel et bien utilisé ces mots-là. Il n'a pas dit que ce sont les médias rwandais eux-mêmes qui ont dit que, ben oui, voilà les terres qu'effectivement, disons, le pouvoir congolais a donné au Rwanda. Donc, rapidement pour aller sur le fond. Non, la question ne peut pas être close pour différentes raisons. La première, c'est que les mots, c'est-à-dire donc effectivement, disons, céder, donner ou quoi, ben ça, c'est l'aspect périphérique. La question de fond, c'est une question de pouvoir. C'est parce que, effectivement, M. Sassou Nguesso, son clan, son fils principalement,
sont effectivement à la recherche de tous les moyens, de toutes les garanties pour effectivement le passage du témoin qui sont allés voir le Rwanda. Donc, que ce soit vendu, cédé ou pas, non, ça, nous sommes là, disons, dans le périphérique, dans la terminologie. Pour donner donc effectivement plus de garanties au pouvoir, et le pouvoir pour avoir plus de garanties, ben, ils ont scellé cela. La meilleure preuve, la dernière fois quand effectivement j'ai été interviewé par notre cher président, j'ai dit ceci. Voilà. Constatons qu'il y a un accord cadre. Cet accord cadre n'est pas encore passé par l'Assemblée. Mais curieusement, la mise en œuvre a déjà commencé par des superficies du genre non, un protocole, ceci, cela. Non, mais un instant. Hein. Si vous avez initié un accord cadre, il faut d'abord valider cet accord cadre pour que le reste s'en suive. Or, voilà que l'accord cadre n'est pas encore passé par l'Assemblée, que ben, effectivement les transactions concrètes ont déjà commencé. Donc, ça montre effectivement, disons, toute l'ambiguïté, pour ne pas dire, disons, le côté flou, disons, de cette affaire. Donc, pour bien comprendre, pour bien répondre, pour argumenter pourquoi effectivement je soutiens que c'est tout sauf clos, c'est pas compliqué. C'est d'abord et avant tout le pouvoir de Brazzaville qui est arrivé le pouvoir rwandais pour effectivement, disons, trouver ce qu'ils veulent, c'est-à-dire effectivement, disons, un soutien, disons, multiforme, essentiellement militaire pour, disons, réussir effectivement leur coup. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est susceptible, disons, en quelque sorte, de satisfaire le pouvoir rwandais? Et tout de suite, soit directement, soit, disons, sur, je vais dire, disons, initiative, disons, du pouvoir rwandais, ou bien par eux-mêmes, ils ont compris que ce que recherche d'abord le pouvoir rwandais, ce sont les terres, parce qu'effectivement, c'est un petit territoire, plus petit que le pôle. Professeur Bakunda Pele, gardez votre idée, parce qu'il faut qu'on interagisse pour, n'est-ce pas, que nos compatriotes nous saisissent très bien. D'accord, mais il y a les enjeux. Donc, vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire, c'est les enjeux de dévolution du pouvoir. C'est bien cela. C'est la conservation du pouvoir ou la dévolution du pouvoir. Est-ce que c'est les deux à la fois? Parce que la conservation du pouvoir, c'est garder le pouvoir dans le temps. Et quand c'est là, est-ce que, bon, l'affaire qui là-dedans aussi, c'est un morceau à côté des autres aussi, on entend qu'ils ne sont pas tous d'accord là-dedans. Là. Hein? Donc, essayez de bien nous préciser un peu ces enjeux là derrière et pour comprendre finalement pourquoi on veut installer les Rwandais sur ces terres-là. C'est la question du pouvoir. Et quand il s'agit du pouvoir, automatiquement, par rapport, il faut effectivement le préciser, par rapport à M. Sassou Nguesso qui est dans la dernière ligne droite, je le disais déjà disons, la dernière fois, ben, effectivement, c'est une question délicate, puisque dans cette affaire, son fils n'arrive que tardivement, on a dit comme opportuniste. En réalité, M. Sassou Nguesso est arrivé là parce qu'il y a eu effectivement des gens qui l'ont soutenu. Les gens qui l'ont soutenu, c'est, disons, cette marmite que nous connaissons, qui est connue par tous les Congolais, dont effectivement nous y arriverons, dont effectivement, disons, l'ancien patron de la police. C'est d'autres qui tournent autour de lui aujourd'hui. Donc, il considère qu'ils sont plus légitimes que son fiston. Mais le pouvoir étant ce qu'il est, dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a jamais été facile, ça pose des problèmes, disons, très, très compliqués d'évolution. Voilà, voilà exactement la question. Donc, cela, une fois dit, pourquoi j'explique qu'effectivement, disons, le sujet est loin d'être clos. Cher Christian. Cher Georges. Je me disais bien que ça risquait d'arriver. Voilà, mais c'est ça. Tu as beaucoup intervenu avec Christian. C'est normal qu'on ait dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Hein? Mais voilà, exactement. Je me disais bien que ça risquait d'arriver. Bon, bref, c'est voilà. Correct. Donc, il faut bien se dire ceci. Pour mettre chaque chose en place, bon, d'abord, il y a quelque chose que généralement les politiques partout dans le monde utilisent. Quand ça bloque, il faut reculer pour mieux sauter. Là, on peut comprendre pourquoi effectivement le ministre des Affaires étrangères vient sortir cela. Ils se rendent compte qu'il y a blocage, ils se rendent compte que le pouvoir de Brazzaville est pris effectivement la main dans le sac. Il faut aller donc en quelque sorte débloquer la situation, mais je veux dire, disons, l'issue dans leur tête reste la même. C'est d'abord la première raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères est intervenu. Ensuite, ils se doutent bien que si effectivement le coup réussit, c'est-à-dire que s'ils arrivent à installer, disons, le fiston des sports de pouvoir, ben, le reste, ben, c'est une affaire, disons, qui devient très facile. On a effectivement, disons, réussi, disons, la première partie de la mission, c'est-à-dire effectivement la dévolution du pouvoir avec toutes les précautions. Ben, à ce moment-là, si effectivement le fiston est installé,
Bon, le reste vient très facile. Mais l'autre aspect, et je l'expliquais déjà, disons, la dernière fois, en fait, M. Sassou Nguesso a du mal à se départir, disons, de ces méthodes d'autrefois. Les méthodes d'autrefois, c'est lesquelles? J'expliquais que quand Marien Ngouabi décède, bon, on est encore dans le flou. On ne sait pas exactement à quoi ça rime. On a l'idée que c'est peut-être avec... voilà. Mais enfin, celui qui sort effectivement la phrase, c'est M. Sassou Nguesso lui-même, qui était l'homme de confiance de Marien Ngouabi. C'est lui qui dit que l'impérialisme, dans un dernier sursaut, a tenté à la vie du camarade Marien Ngouabi, qui a trouvé la mort l'arme à ma main. Donc, on peut tenter de dire, à partir de cela, qu'effectivement, lui, il est viscéralement, disons, opposé à l'impérialisme. C'est plus tard qu'on se rendra compte qu'il était en connexion avec l'impérialisme. Voilà. Puisque ce qui opposait l'impérialisme et Marien Ngouabi, c'était cette affaire du pétrole. Voilà. Cette affaire du pétrole. Et curieusement, dès que Marien Ngouabi décède, eh ben, l'impérialisme a son pétrole, disons bon marché. Donc, à ce moment-là, il y a tout le temps de dire que le pauvre Marien Ngouabi, sur cette affaire, est mort pour rien. Et pourquoi? Disons, mais parce que tout simplement, en fait, la France était en relation avec, disons, son homme de confiance. Voilà donc la problématique. Professeur Macounda Pelé, vous dites une chose très, très importante qui va rechercher dans l'histoire, et je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Vous avez cité Marien Ngouabi. Vous savez très bien que le dernier séjour de Marien Ngouabi en France, on lui avait posé la question du sens de sa visite en France. Et c'est là où il y avait du rififi dans l'air aussi, hein, avec la France autour du pétrole. Mais Marien Ngouabi, à la question qu'on lui avait posée sur le sens de sa visite, il a dit « Je viens combattre l'impérialisme français en France ». C'était quand même assez osé de dire des choses comme ça. Il était sur le perron, n'est-ce pas, de l'Élysée. C'est un révolutionnaire. Vous pouvez essayer de voir ce que dit effectivement, disons, Sankara à Mitterrand. Exactement la même chose. C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Donc, disons, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que enfin, d'abord, ce que je viens de dire, il faut dire que ce n'est pas moi qui le dis, hein, je l'explique clairement. C'est M. Taralo qui était donc, disons, M. Taralo. le patron d'Elf Paul Afrique, qui le dit en 2003. Et je l'ai cité, la référence, je l'ai donnée dans ma dernière contribution, la dernière interview, pour expliquer, parce qu'il faut bien le dire aux compatriotes. Nous ne faisons pas de la spéculation. Ce que nous disons, ben, nous n'avons pas de raison de tricher, puisque M. Sassou Nguesso est empêtré jusqu'au cou. Donc, quel que soit l'aspect que l'on prend, nous avons, nous disons, toute une valise d'arguments pour démontrer effectivement ce que nous disons. Donc voilà, qu'est-ce que je vais expliquer, je vais dire par là en faisant cette rétrospective? C'est que, en fait, pour le pouvoir, disons, rwandais, cette affaire des terres ne sera effective, ne pourra être garantie que dans la mesure où le fiston despote est installé au pouvoir. De la même façon que pour Elf, l'accord flou, l'accord, disons, mystérieux signé avec Sassou ne pouvait être effectif qu'à partir du moment où Sassou Nguesso s'installe au pouvoir. Parce que, disons, comment on l'appelle déjà, donc Taralo dit que c'est à partir de 1977 que l'accord d'établissement, disons, signé avec la convention d'établissement signée avec le Congo a pris, disons, une tournure favorable à notre endroit. Ce qui veut dire que également, cela ne pourra prendre une tournure favorable que si le fiston est là. Voilà. Donc, tout le reste, c'est la stratégie. Le fond, c'est une affaire de pouvoir et la garantie pour le pouvoir rwandais, c'est qu'il faut que le fils soit installé. Voilà. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas se tromper. La question ne fait que commencer. L'aboutissement est tardif. Tout dépendra de la façon dont, effectivement, les Congolais se défendront. Voilà. Très bien. Ça qui fait expliquer qu'effectivement, le ministre des Affaires étrangères vient à la rescousse pour dire, mais écoutez, essayons de reculer un peu, mais l'objectif, il ne peut pas changer, puisqu'il veut les terres et que M. Sassou Nguesso tient à installer effectivement son fiston. Voilà grosso modo ce que je peux dire sur ta question. Autrement dit, nous y sommes encore et bien là. La question n'est pas encore close, elle est en marche.
Voilà. Très bien. Mais avant de passer à une autre question, je vais quand même aussi rebondir sur une dimension de cette affaire-là, de la manière dont, évidemment, M. Denis Sassou Nguesso a choisi de traiter cette affaire-là. C'est quand même la Constitution. Une fois de plus, vous êtes constitutionnaliste. Vous savez mieux que quiconque au monde l'importance d'une Constitution. Hein? Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Pourquoi est-ce que les députés sont restés à tonnes là-dessus en partant du fait que une affaire comme ça doit passer nécessairement par le Parlement et qu'il y a une autre dimension de l'affaire où il est demandé un référendum parce que le souverain premier, qui est la population aussi, doit se prononcer sur une affaire de cette importance aussi. On a beau faire beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses au Congo-Brazzaville, on a tout vendu au Congo-Brazzaville de toutes les façons, mais arriver à une extrémité comme la vente des terres, ça c'est atteindre quand même un niveau jamais pensé, jamais atteint au Congo-Brazzaville. Pourquoi Sassou a évité le référendum? Pourquoi Sassou ne s'est pas remis, n'est-ce pas, au Parlement qui devait, n'est-ce pas, se prononcer sur l'affaire? Monsieur Sassou Nguesso est égal à lui-même, cher Georges. Je ne cesse de le répéter. Nous ne devons pas oublier que Sassou Nguesso, que ce soit en 77, en 1977, 1979, que ce soit en 1997, il n'est pas passé par la Constitution, par les Congolais pour conquérir son pouvoir. Il faut bien comprendre cela. Il reste égal à lui-même. C'est nous qui parfois, nous, c'est-à-dire les Congolais, c'est nous qui oublions. Mais lui, il est égal à lui-même. Dans sa tête, M. Sassou Nguesso, la Constitution ne veut rien dire. Okay. La dernière fois que si ça dépendait des textes, M. Sassou Nguesso c'est en prison qui serait non au pouvoir. Oui. Donc, il a beau parfois dire non. C'est pas compliqué. Le meilleur repère pour comprendre le fonctionnement de M. Sassou Nguesso, c'est que pour lui, la Constitution, c'est pour les autres, c'est opposé aux autres, aux opposants aux Congolais, mais ça ne s'applique pas à lui. Pour la bonne et simple raison, je le répète pour la millième fois, il est arrivé au pouvoir en dehors de la Constitution, il gouverne en dehors de la Constitution, il se maintient au pouvoir en dehors de la Constitution. C'est aussi simple que ça. Quand on a cette clé-là, on a ce repère-là, on comprend mieux son fonctionnement. Voilà ce que je dis en expliquant qu'il est devenu en dehors de la Constitution. C'est pas compliqué. Dans sa tête, c'est à la Constitution de s'adapter à lui et non lui, disant se réfère à la Constitution. Il a toujours fonctionné comme ça. Quand il veut quelque chose, il le fait et après, on lui rappelle que non, il faut une Constitution. Il dit, alors, changez la Constitution pour qu'elle soit conforme, disons, à mes caprices. Donc, le Congo fonctionne selon les caprices de M. Sassou Nguesso. C'est comme ça, c'est la Constitution. Je l'ai expliqué la dernière fois, mais je reviens toujours chaque fois. Dis, mais il faut toujours revenir, maître, parce que c'est ça, nous voulons faire comprendre aux Congolais. Et puis l'autre dimension de la chose, c'est... Je termine par la question. Oui. Ce n'est pas par hasard que dans l'histoire politique universelle, M. Sassou Nguesso est celui qui a collectionné le plus grand nombre de constitutions. De constitutions, oui. S'il a collectionné le plus grand nombre de constitutions, c'est parce que dans sa tête, la constitution n'a aucun sens. Résultat, puisqu'il a quand même des conseillers, il y a notre élite qui, dans sa perversion, est toujours là pour, disons, le suivre, disons, dans tous ses forfaits. Et bien, chaque fois, on lui rappelle que non, ben oui, vous l'avez déjà fait, mais il faut quand même changer la constitution pour nous donner les moyens de vous défendre. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 9 textes constitutionnels sur sa houlette, mon cher Georges. Quand vous avez un cocktail de constitution comme, disons, M. Sassou Nguesso, quand vous en collectionnez comme tel, la leçon qu'on tirera tout constitutionnaliste, c'est qu'en fait, la Constitution ne veut rien dire. Donc voilà, pour répondre en une phrase, eh bien non, lui, disons, il n'est pas, disons, embarrassé par la Constitution. Il se dit, je fais ce que je veux et après, on adaptera. Voilà à peu près ce qu'il faut dire. Ouais, je serais même tenté, mais je ne vais pas vous la poser, je serais même tenté de vous poser la question, mais comment un tel délinquant politique a pu prospérer tout ce temps-là? Mais je ne vous la poserai pas. Peut-être qu'on trouvera une autre occasion pour la poser. Mais je vais quand même aussi remarquer ce fait. Bon, je pense que le régime n'avait pas
prévu la réaction des Congolais par rapport à cette affaire-là? Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs aussi que c'est pour la toute première fois. Autant on l'avait constaté depuis son retour au pouvoir en 97 qu'il y avait quand même un clivage entre la partie septentrionale du pays et la partie méridionale du pays où on a senti quand même aussi un grand silence de la partie septentrionale par rapport à ce qui s'est fait là. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais pour une fois, toucher aux terres, ça a réveillé tout le monde. Et apparemment, quand on voit le ministre des Affaires étrangères, c'est un peu le contraire qui se passe. Est-ce que vous avez une petite interprétation à donner à nos auditeurs et auditrices, professeur Bakunda Pele? Tout à fait, mais vous me permettez de faire, disons, une petite rétrospective. Oui, allez-y. Georges, je ne suis pas de ceux qui n'ont jamais cru à la nation congolaise. Très bien. On est nombreux, hein, on est nombreux. Mais voilà, moi, je suis convaincu que la nation est là. Ne fût-ce que parce que même quand on se dit, prenons l'exemple d'une fratrie, ben, c'est le fait que vous vous heurtez sur les mêmes problèmes, vous vous disputez, tous les problèmes sont les mêmes. Et quand on essaie de voir les Congolais, quel que soit, disons, là où ils se trouvent, c'est le même problème. Non, ma conviction, c'est la suivante. Ceux qui divisent les Congolais, c'est les élites. Les élites. Je ne le dirai jamais assez. Ce sont les élites qui, en raison effectivement de leur mercantilisme, en raison, disons, de leur perversion, arrivent à donner l'impression que la nation congolaise n'existe pas. Mais globalement, quand on voit les Congolais, quelle que soit la situation, l'élément, disons, principal, disons, qui oriente l'individu, c'est quoi? C'est un peu l'intérêt, chers autres. Un individu peut, disons, se départir ou, disons, sauf son intérêt. Donc, quel est l'intérêt, disons, de l'écrasante majorité de nos compatriotes? C'est de vivre bien, mon cher Georges, globalement. C'est de vivre bien. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est ça qui oriente les Congolais. Le bien-être du Congolais, tout simplement. Bien sûr. Qui est accessible, hein, qui est très accessible, professeur Bakunda Pele, qui est très accessible, ce bien-être de tous les Congolais. Et ce qui est important pour les Congolais, pour les autres nations. Or, ce qui se passe avec l'élite, c'est que l'élite, disons, étant très égoïste, hyper égoïste, parce qu'il faut être égoïste pour être à côté de M. Sassou Nguesso. Hein? Moi, j'appartiens, disons, à cette élite au Congo, mais je sais comment elle se comporte. Notre élite est hyper égoïste. Ce qui compte, c'est comment s'en sortir. Et de la même façon que M. Sassou est ce qu'il est, c'est-à-dire pour le pouvoir, il donnerait n'importe quoi. Notre élite est également comme ça. Sinon, objectivement, M. Sassou Nguesso a fait dans ce pays ce que, disons, n'importe qui ne ferait pas. Je veux dire, disons, aller prendre des armées étrangères pour traquer sa population. Et il est militaire. Mettre le pays à sac à ce point, c'est-à-dire donc le piller aussi massivement, humilier autant les Congolais. Je disais la dernière fois que nous sommes quand même, disons, dans ce pays, arrivés à une situation où des centaines de nos compatriotes disparaissent. Et Sassou Nguesso fait un feu procès où il arrive à la conclusion que non, personne, disons, n'est responsable, le seul responsable, c'est l'État. Voilà, comme si l'État pouvait prendre, bref. Et je ne veux pas dans les détails, puisque l'affaire, disons, du budget est bien connue. Et quand, effectivement, l'élite congolaise se lève, c'est pour aller soutenir le criminel pour dire ne touchez pas, disons, à notre ogre. Notre élite l'a quand même osé, mon cher Georges. Les mêmes, à l'occasion, disons, des biens mal acquis, c'est-à-dire piller, disons, je vais dire, de façon indécente l'État. Ben, les affaires sont connues aujourd'hui par pratiquement tous les Congolais, mais pas de jugement. Et quand, disons, la Cour de cassation autorise, disons, le juge effectivement à traiter l'affaire, parce que le parquet français, après la saisine de l'affaire, avait effectivement, disons, annulé pour dire que nous n'avons pas le droit de juger cette affaire, et que la Cour de cassation est saisie le 9 novembre 2010. La Cour de cassation, disons, casse effectivement la décision du parquet et autorise effectivement le juge français à traiter cette affaire. Pour une deuxième fois, l'élite congolaise à Brazzaville se lève pour dire non, ne touchez pas à nos voleurs, nous y tenons. Voilà. Autre aspect qui est tout sauf banal, l'affaire, disons, du changement de la Constitution, mon cher Georges, 2015. Nous avons vu il y a 2-3 mois comment est-ce que les universitaires sénégalais sont sortis, effectivement, disons, de leur réserve pour
faire une lettre ouverte à M. Macky Sall, au président Macky Sall. Voilà. Pas question. Mais que fait l'élite congolaise? C'est tout à fait le contraire. Le contraire, complètement. Tout à fait le contraire. Ils montent au créneau pour défendre effectivement le despote qui était à ses 32 ans au pouvoir à ce moment-là. Donc, ça montre quand même la particularité, disons, de notre élite, qui est une élite, je ne le dirai jamais assez, qui est une élite pourrie. Parce qu'il peut être pourri pour suivre effectivement M. Sassou Nguesso, qui est un gangster, disons, flamboyant. Donc, voilà. C'est pour dire que c'est pas notre nation qui a des problèmes, c'est essentiellement, disons, l'élite qui suit M. Sassou Nguesso. Donc, ça, c'était la petite rétrospective, hein, pour préciser. Oui, ben, j'allais rebondir là-dessus, mais je ne vais pas rebondir parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Nous avons des choses à traiter pour notre affaire. Mais on reviendra là-dessus sur l'élite. C'est toute une émission, ça, parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? On frappe sur M. Denis Sassou Nguesso parce que c'est le grand Manitou, mais je sais très bien aussi que l'élite congolaise, comme vous le dites, est tout aussi responsable que M. Denis Sassou Nguesso. Mais ça sera une autre enjeu. C'est ça la faiblesse, effectivement, de notre combat par rapport, effectivement, disons, aux jeunes générations, par rapport, effectivement, à ce que nous voulons de notre État. Donc disons ceci. Premièrement, Georges, moi, je ne vais pas me contredire. Ma conviction personnelle, c'est que le Rwanda n'a pas donné, disons, de l'argent au Congo. Ah bon? Non, c'est ma conviction. Et aller chercher des titres fonciers, demander des titres fonciers, on n'a rien donné? Moi, quand je vais acheter un lopin de terre quelque part, je pense quand même que je donne mon argent avant qu'on me donne le titre foncier. Mais alors, allez-y avec votre conviction. L'initiative est venue de Sassou Nguesso et sa bande de malfaiteurs. Ah. On est allé voir le pouvoir rwandais pour dire ce qu'ils veulent. N'oublions pas, genre, il faut le dire à nos compatriotes, que bien que les gens peuvent dire en suppute ce serait à faire, disons par exemple, l'accord militaire, mais en attendant, les militaires rwandais sont déjà au Congo. Ils sont dans la gare de M. Sassou Nguesso. Ah. Ils sont dans la gare de M. Sassou Nguesso, ils sont dans certaines parties de notre territoire. Donc, c'est le pouvoir congolais qui est allé voir le pouvoir rwandais pour dire voilà ce que nous voulons et en contrepartie, voilà ce que vous aurez. C'est pas l'argent, genre, nous le savons tous, c'est pas l'argent qui manque, disons, au pouvoir congolais. Ils en ont des milliards et des milliards. Donc, 100 milliards de francs CFA au Congo, au pouvoir congolais, comme diraient certains, c'est du pipi de chat, vous me permettez l'expression. Donc, c'est pas de l'argent. Le fond du problème, c'est qu'effectivement, le pouvoir rwandais, c'est un pouvoir hégémonique. C'est un pouvoir que, si on veut ne pas tourner autour du pot, c'est un pouvoir impérialiste et qui a, disons, effectivement son idée dans la sous-région ou bien même en Afrique. Et le pouvoir, de la même façon qu'il a compris que pour avoir l'élite, voilà ce qu'il faut faire. Et il suffit effectivement de dire ceci pour que l'élite congolaise, qui est très fragile, effectivement, vienne pour le lécher. Eh bien, c'est la même chose. Il a compris que voilà ce que, disons, ce qui habite M. Kagame. Voilà ce que veut le pouvoir, disons, le pouvoir rwandais. Et il s'est dit, en disant ceci, ça va marcher, puis ça a marché. Donc, voilà ma conviction. Donc, de ce point de vue, effectivement, ils ne reculent pas, ou disons, non, ils se disent, je l'ai déjà dit au départ, reculons pour mieux sauter. L'essentiel, c'est que l'objectif soit atteint. Le problème dans cette affaire, c'est que moi, j'ai l'impression que cette affaire, disons, a fait parler d'elle parce que, disons, l'ambassadeur rwandais s'est montré un peu trop pressé. C'est-à-dire tout de suite exiger, disons, voilà, peut-être parce qu'ils ont des doutes, ils se disent, bon, on ne sait jamais en matière de pouvoir, à n'importe quel moment ça peut arriver. Donc, prenons déjà les titres fonciers. Voilà, c'est ça. S'il n'y avait pas cette affaire, disons, cette démarche de l'ambassadeur qui voulait tout de suite avoir, disons, les titres fonciers, ou bien la télévision rwandaise. Et l'émission à la télévision, voilà les deux choses, ouais. On serait dans des hypothèses, mais on n'en parlerait pas. Donc, voilà la raison pour laquelle, effectivement, cette affaire aujourd'hui, effectivement, fait la une professeur Bakunda Pele, si je vous comprends très bien, vous êtes en train de dire que le problème n'est pas réglé, le problème est encore entier. C'est peut-être les formes que l'affaire va prendre. Les formes ne seront plus, n'est-ce pas, l'indicateur qui est physique des terres qu'on a données, que désormais ils vont s'implanter parce qu'ils ont le titre foncier. Mais le problème ne s'arrête pas parce qu'il y a quelque part aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est la suppression, n'est-ce pas, des visas pour les Rwandais de rentrer au Congo-Brazzaville.
Et si on a supprimé les visas, ce qui veut dire qu'à chaque vol qui va vers le Congo-Brazzaville, un Rwandais peut prendre son billet et prendre l'avion et descendre sans qu'on ne lui pose une question, puisqu'on n'a pas besoin de visa pour rentrer au Congo-Brazzaville. Et avec les Rwandais, comme vous l'avez dit, qui sont déjà là depuis 94, il faut le dire quand même aussi, depuis 94, là, et puis qui s'est renforcé avec, n'est-ce pas, la guerre dans le Kivu, tous les Hutus qui ont traversé la RDC, qui sont au Congo-Brazzaville, que Sassou Nguesso a accueilli dans la partie comment, septentrionale, et que maintenant il accueille les Tutsis aussi, qu'il veut installer dans la partie méridionale. Avec le risque intercurrent que, bien évidemment, les Rwandais qui se battent chez eux se mettent à se battre encore chez nous. Ça, c'est quand même des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses farfelues, je pense. Et que les gens qui sont en train de rentrer n'importe comment, si Sassou Nguesso, le moment venu, ils savent très bien qu'ils sont rentrés par Denis Sassou Nguesso, donc qu'ils soient, n'est-ce pas, dispersés dans la foule, quand on leur donne des lopins de terre, ça ne change rien. Est-ce que c'est comme ça que je peux comprendre ou alors vous voulez apporter des nuances à ma compréhension de votre propos? Serge, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pour que nos compatriotes comprennent. Tout le monde sait que ce qui caractérise un accord, c'est la réciprocité. Entre États, c'est la réciprocité. Moi, j'ai été frappé quand effectivement le ministre des Affaires étrangères a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Les Congolais aussi pourraient venir, disons, investir. Il parle de conditionnel. Alors que de l'autre côté, ils sont déjà en action. En action. Alors, donc, quand le ministre des Affaires étrangères rwandais parle du gagnant-gagnant, tout le monde sait, le Congolais, disons, lambda sait ce que les Rwandais gagnent en venant au Congo. On va se poser la question, disons, inverse. Qu'est-ce que les Congolais gagnent? La culture du piment. Du piment. Si on pose la question, si nos journalistes n'étaient pas ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne posent jamais des questions essentielles, ils auraient posé la question, disons, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Vous gagnez les terres, quel que soit le terme, que ce soit les autorisations, quoi, tout. Voilà. Vous avez les terres, mais que gagnent les Congolais? Ça, je pense qu'on aurait du mal à trouver. Quand on signe les visas, combien de Congolais sont allés au Rwanda, mon cher Georges? Et je dis, dans sa façon de parler, dans les termes qu'il a sortis, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà répondu à la question pour dire que c'est effectivement en termes juridiques, on dit souvent, ben effectivement, disons, un accord, disons, léonin, c'est-à-dire que où la part du lion revient à une seule partie, pour la bonne et simple raison que quand il parle des Congolais pour dire qu'il pourrait venir investir. Donc, c'est conditionnel, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Alors que nous avons vu à la télévision rwandaise, les Rwandais qui disent qu'ils viennent au Congo. Ils auraient pu, disons, pour ne fût-ce que, je veux dire, pour donner un peu de sérieux à ce qu'ils disent, ils auraient pu au moins fomenter une situation du genre, il y a des hommes d'affaires congolais qui sont également allés au Rwanda pour dire voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a même pas ça. Autrement dit, pour tricher, pour exploiter, pour, je veux dire, disons, avoir ce qu'ils veulent, ils ne se cachent même pas pour le faire. Voilà, ils ne se cachent pas. Les Rwandais, les Congolais les voient. La télévision congolaise, la télévision rwandaise les montre pour dire qu'ils viennent au Congo, comme ça. Mais depuis quand on a vu les Congolais au Rwanda? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Voilà. Je pense qu'au-delà, disons, de la parole, de la bonne parole et tout, les faits parlent d'eux-mêmes. Cette affaire-là, je l'ai dit la dernière fois, c'est une affaire floue. Elle est floue pour la bonne et simple raison que c'est une affaire qui intéresse M. Sassou Nguesso seul. Ça n'intéresse pas les Congolais. S'ils avaient eu la stratégie d'essayer d'intéresser au moins les Congolais pour dire ils vont aller pêcher ne fût-ce que du poisson là-bas, on aurait dit ah oui, mais vous, disons, vous exploitez, disons, le poisson rwandais. Mais il n'y a rien. Juste là, on attend qu'ils montrent exactement, disons, ce que, disons, les Congolais, disons, peuvent avoir, disons, du Rwanda. Il a dit gagnant-gagnant, c'est ça. Ben, écoute, moi, je constate aussi. Généralement, dans les accords de M. Sassou Nguesso, mon cher Georges, l'autre partie gagne quelque chose. Mais du côté du Congo, c'est toujours lui ou sa famille qui gagne quelque chose. Jamais les Congolais. Le gagnant-gagnant, disons, pour les accords de M. Sassou Nguesso, c'est ça.
c'est l'autre partie, ben, c'est l'entreprise, c'est l'État qui gagne de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, c'est lui et sa famille. Et si vous prenez effectivement cela, vous le vérifiez, vous allez remarquer dans tout ce que M. Sassou Nguesso entreprend, c'est vérifié. Le gagnant, sinon, nos compatriotes ne vivraient pas dans la misère, comme tout le monde aujourd'hui peut le constater, alors que le pays est de plus en plus riche. Voilà, donc c'est un peu ça. Le gagnant-gagnant, Oui. le ministre des Affaires étrangères a voulu dire que nous y gagnons quelque chose, mais il n'a pas réussi à dire ou à démontrer qu'est-ce que les Congolais gagnent. En tout cas, ce n'est pas du piment. Moi, je pense qu'il nous manque peut-être tout sauf du piment quand même, mon cher disons Georges. Voilà, ça c'est clair, c'est clair. Mais voilà, mais on va terminer cette partie sur ces accords-là, mais tout en soulignant aussi une idée que j'avais déjà donnée, puisque vous me donnez un peu la possibilité, ou bien l'opportunité de revenir là-dessus. Cette opération de soustraction, le Congo, ça a toujours été des soustractions, des soustractions. On soustrait le pétrole, on soustrait les minerais, on soustrait le bois, on soustrait les individus puisqu'ils en tuent beaucoup, c'est une soustraction. Et là aussi, avec les Rwandais, ils vont soustraire, toujours soustraire. L'argent dans les caisses de l'État, on les soustrait, on va mettre ailleurs. Donc, c'est toujours cette opération de soustraction, et que les Congolais, malheureusement, n'ont rien en retour, vont en s'appauvrissant presque tous les jours. Alors, on va clore un peu cet aspect avec ça sera votre conclusion là-dessus aussi, mais pour l'avenir finalement, comment pensez-vous, professeur, que les Congolais se tiennent désormais face à des accords? Le mot accord a tellement effrayé les gens et pourtant les accords on les fait tous les jours, tous les jours. Là, j'ai vu qu'ils en ont signé encore parce que tous les jours ils signent des accords, des accords, des accords, des accords. Mais ces accords-là, une fois de plus, qu'est-ce que le Congo en gagne? Qu'est-ce que le Congo gagne de ces milliers et des milliers d'accords? Et avec l'affaire du Rwanda, là, les accords, les terres au Rwanda, comment vous pensez que les Congolais doivent désormais se situer par rapport aux accords de leur pays avec d'autres pays? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, la question est bien claire et je vous ai bien compris, cher Georges. N'allons pas chercher très loin. Tant que M. Sassou Nguesso sera là, on se méfiera de ces accords. Tant qu'il est là. Pour la bonne et simple raison qu'il est d'un négocentrisme sans borne, mon cher Georges. Ce qui emballe M. Sassou Nguesso, c'est d'abord et avant tout lui, ses proches, et pas nos compatriotes. Si c'était nos compatriotes, ça se ferait. Quand on essaie de voir ce sur quoi ils se vantent, disant, la dernière, on entendait, c'est oui, les 2 tours, c'est ça, les 2 tours. Hein? Les immeubles, disant, 2 tours, disons un petit là. Ah, les deux tours jumelles, les tours jumelles. On entend des choses là-dessus, ça appartenait au Maroc ou je sais pas quoi, là, il y a pas mal de choses là-dedans. Cher Georges. Les 2 tours jumelles, ouais. Combien de Congolais vont fréquenter les tours jumelles? Ouais. Tu te dis que tu es peur. Bon, parfois, je vois dans les réseaux sociaux, ah oui, la compte des tours jumelles. Combien de Congolais, disons, vont fréquenter, disons, les tours jumelles? Qu'est-ce qu'on aurait fait avec l'argent que M. Sassou Nguesso a investi, avec toutes les surfacturations? Qu'est-ce qu'on aurait fait avec les milliards que M. Sassou Nguesso a investi dans les tours jumelles? Les tours jumelles, exactement. Si on avait construit des unités de production, Maître Bakunda Pelé, si on avait seulement construit des unités de production avec cet argent-là, si on avait seulement construit des unités de production avec les aéroports qu'il a construits dans toute la République pour lui permettre de transporter ses armes si ça se lève là-bas, si on avait mis dans la production tout l'argent qu'ils ont englouti dans les zones économiques et sociales, là où par ailleurs on a interpellé les gens qui ont eu la charge de cela, les Aquala, machin, là, qu'ils viennent rendre compte de tout cet argent-là. Si on avait investi dans des unités de production où on embauche des Congolais, parce que les routes, on a beau les construire, si les gens n'ont pas la possibilité d'acheter une voiture et rouler là-dessus, à quoi ça rime? Tout à fait. Donc, cher Georges, c'est pour dire, revenir à la question, ces accords, tant que M. Sassou Nguesso est là, c'est des accords qui le profitent, lui, avec les surfacturations, parce que n'oublions plus jamais que généralement ces infrastructures que sélectionne M. Sassou Nguesso, c'est d'abord et avant tout pour les surfacturations qui permet effectivement, disons, de piller un peu plus. Voilà. Et pourquoi il n'investit pas sur ce qui intéresse directement le commun de nos compatriotes? Parce que là, il serait difficile de tricher, il serait difficile de surfacturer. Donc, il faut des édifices avec des surfacturations. Moi, au lendemain, effectivement, disons, de l'inauguration de ces fameuses tours jumelles, j'ai vu quand même sur les réseaux sociaux des gens qui ont fait des comparaisons pour dire, voilà ce qui a été fait, le plus ou moins similaire, disons, en Côte d'Ivoire,
ça coûte 4-5 fois moins cher que ce que Sassou Nguesso a fait. Donc, à part là, on comprend exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il sélectionne des infrastructures qui permettent de faire des surfacturations et donc de payer un peu plus. Donc, dans toute la logique, dans toutes les initiatives, il est toujours effectivement, disons, c'est toujours constant, disons, ce genre, disons, cette stratégie. Comment faire de telle sorte qu'on puisse payer un peu plus? Voilà cela. Donc, il y a une expression très courante aujourd'hui, sortie par lui-même, je ne sais pas quoi, le venin dans le fruit, qu'est-ce qu'il dit? Le ver est dans le fruit. Donc, il faut fruit. le détruire dans le fruit. Voilà. Le ver est dans le fruit, ouais. Ce qu'il faut détruire, c'est effectivement lui. Le ver, c'est lui. C'est Voilà. ça. Tant que on a le même ver, on aura les mêmes problèmes après tout. Voilà. C'est ça. Ça fait 40 ans qu'il est là, avec les mêmes initiatives, les mêmes méthodes, les mêmes choses des infrastructures. Bon, donc, il n'y a plus à chercher. Au bout de 40 ans, on a une idée de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est toujours à l'encontre des Congolais. Je ne le dirai jamais assez. Mon cher Georges, hein? Nous avons tous fait des études au Congo. Quand il y avait le bac, automatiquement, il y avait la bourse. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on est, je ne sais pas, le Congo est 100 fois plus riche, mais que nos compatriotes n'ont pas de bourse. Quand, disons, on allait dans les provinces, tous les collèges avaient un internat. Oui, bien sûr. C'est des images d'Épinal aujourd'hui. C'est des images d'Épinal aujourd'hui. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ce que je veux dire. Non. Il n'y a rien à y attendre au bout de 40 ans. Continuer à s'interroger sur les questions dont on a déjà les réponses irrationnelles. Le ver est dans le fruit. Le ver, c'est que les Congolais aujourd'hui savent qui est le ver. C'est comme ça. Oui. Et que tout simplement, lui, dans l'inversion, a voulu... Non. Le ver, les Congolais savent où est le ver. Voilà. Et c'est ce ver-là qu'il faut détruire. Tout à fait. Très bien. Alors, merci, professeur Bakunda Pelé. On va passer à une autre question, mais avant de passer à une autre question, je vais quand même, c'est intéressant. Rappelez-vous du moment pathétique que M. Denis Sassou Nguesso et son équipe a vécu, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. On sait très bien que la Côte d'Ivoire est parmi, avec le Niger et pas mal d'autres pays, parmi les pays où Denis Sassou Nguesso pour aller au-devant de la corruption qu'il voulait faire pour qu'on puisse le reconnaître dans ce qu'il allait faire, n'est-ce pas, en 2015 et ainsi de suite, il avait donné des milliards et des milliards à la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais lui, son intention, c'est la reconnaissance par les pairs en Afrique. Toujours cette idée naine-là de corrompre, toujours corrompre. Et quand il allait tout dernièrement en Côte d'Ivoire, le maire d'Abidjan a cité, n'est-ce pas, les réalisations qu'ils ont eu à faire avec l'argent que Denis Sassou Nguesso leur avait prêté, entre guillemets. Que voilà, avec l'argent, voilà, nous avons construit ça, nous avons construit ça, nous avons construit ça, nous avons construit ça. Et je les voyais là, bêtes, et applaudir quand même. C'est pathétique, ça, professeur Bakunda Pelé. C'est pathétique, ça. C'est pathétique que vous donnez de l'argent pour corrompre et ceux qui prennent l'argent font des choses pour les Ivoiriens. Waouh! Georges, c'est trop fort, ça. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Monsieur Ouattara a ses défauts. Il a ses qualités. Monsieur Ouattara connaît le Congo. Je n'ai jamais cessé de le dire, mon cher Georges. Ouattara était vice-directeur du Fonds monétaire international. On va passer à la question sur le FMI. Congo. Donc, il savait exactement ce qui devait se faire au Congo, ce qui était en train d'être initié au Congo. Monsieur Ouattara sait que Monsieur Sassou Nguesso, c'est une catastrophe vivante. C'est une catastrophe vivante. Il s'est dit, après tout, si par l'exemple, on peut essayer d'aider les Congolais, pourquoi pas? Donc l'invitation n'a pas été faite à M. Sassou Nguesso par hasard. S'il a appelé, c'est pour dire, mais un instant, vous en avez un peu plus que nous, a priori, et vous pouvez faire mieux que ça. Voilà la magistrale leçon qu'il a voulu asséner, disant à M. Sassou Nguesso et sa famille et sa bande de malfaiteurs. Pour dire non, les Congolais valent mieux que ça, que ce que tout le monde voit. Voilà.
Donc, C'est le même Ouattara qui a dit que vous avez donné tout l'argent du monde à M. Denis Sassou Nguesso, il n'en fera rien. Il avait dit ouvertement hein, qu'on peut donner au Congo tous les milliards qu'on veut, ils n'en feront rien. Georges, c'est pas à moi que vous allez le dire. J'ai un ami que je connais bien, que j'ai rencontré au cours de mes voyages, qui est un proche conseiller de M. Ouattara. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit, cher Félix, je ne sais pas s'il l'a dit aux médias, mais je peux te garantir qu'il nous l'a déjà dit, qu'il nous l'a déjà dit, et pas une seule fois. Il dit plusieurs fois, j'ai entendu M. Ouattara nous dire, pauvre Congo, pauvre Congolais. Oh. Oui. Donc, non. Cet ami me l'a bel et bien dit, que ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois que Ouattara leur a dit, pauvre Congo, pauvre Congolais. Donc, Georges, notre situation, je vais dire, je passe en termes de porte-malheur. Je dis c'est la catastrophe. Monsieur Sassou Nguesso, c'est la malédiction. Personne ne pourra jamais expliquer qu'avec 5 ou même 6 millions d'habitants, comme il exagère, avec autant de moyens, que les Congolais soient parmi les derniers pays, parmi les pays les plus pauvres du monde. Personne ne pourra jamais l'expliquer. Wow. Bon, professeur Bakunda Pele, on va aller de l'avant. J'avais dans mon introduction fait cette blague en rigolant qu'on a découvert de nouvelles terres en Asie centrale. C'est comme si on était encore en 1492. Christophe Colomb qui se lance, je vais aller aux Indes, et va échouer quelque part en Amérique. Il dit, ah, je vois les gens, c'est des Indiens. Oh, qu'est-ce qu'ils feraient des bons serviteurs. Voilà, c'est un peu ce qu'il écrit dans ses agendas. Et entre temps, depuis 92, il paraît la date, la découverte de l'Amérique, je dis entre guillemets, parce qu'il y avait Americano, je sais pas, Vespucci, qui était passé avant, hein, quand même aussi. Mais qu'à cela ne tienne, on va fermer cette petite blague-là. Mais en tout cas, ils ont découvert de nouvelles terres en Asie centrale. Bientôt, il va au Kazakhstan, après avoir été en Azerbaïdjan, et tout cela. Alors, dites-nous un peu, professeur Bakunda Pele, c'est quoi cette nouvelle trouvaille-là? Hein? La politique est déjà, aujourd'hui, c'est au centre de ça, avec sa nouvelle égérie, Madame Joly, qui est devenue super ministre au Congo-Brazzaville, qui a même le droit de vie ou de mort sur les autres ministres. Alors, dites-nous un peu quelque chose là-dedans, qu'on comprenne un peu cet élan de cœur, là, cette chaleur avec l'Asie centrale. Cher Georges, l'avantage, du moins pour les analystes, l'avantage avec M. Sassou Nguesso, c'est qu'au bout de 40 ans, chaque fois quand il y a un élément qui nous surprend, qui essaie de nous surprendre, on se réfère au passé et on a tout de suite, disons, la réponse. J'avais expliqué ceci, disons, mon cher Georges, quand Hollande est arrivé au pouvoir en 2012. 2012, oui. Hollande arrive au pouvoir et on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait en tête. Hollande a reçu tous les dirigeants d'Afrique centrale francophone, sauf M. Sassou Nguesso. Ah. Et on sentait tout de suite, il s'était retrouvé, disons, au Brésil, je ne sais à quelle occasion, là où on se rendait compte que Sassou Nguesso était en panique, voilà. Et puis, bon, voilà, bref. Et donc, que fait Sassou Nguesso? Sassou Nguesso utilise tous les moyens pour que Nsi vienne au Congo. On se disait, mais l'homme, ou disons, après le président des États-Unis, enfin, je veux dire, le président chinois fait partie des hommes les plus puissants du monde. Qu'est-ce qu'il va faire dans un bled comme le Congo? Sassou Nguesso utilise tous les moyens pour que Nsi revienne. Et quand il vient au Congo, Sassou Nguesso sort cette phrase. Vous êtes la diplomatie de l'avenir. Est-ce que Hollande a fini par aller au Congo? Non, le président non. si. Le président chinois, c'est ça? Ah d'accord, ok. Donc, il va le recevoir, il va le recevoir. Mais quand il le reçoit, l'objectif c'est lequel? Vite fait, au plus de jours qu'il était resté. Ça se sort, on se pose la question, en fait, où est-ce qu'il pouvait même faire promener le président chinois? Il n'y a aucun lieu. Voilà.
Et donc, quand effectivement Sassou Nguesso va parler, c'est pour dire que vous, en quelque sorte, disons, représentez la diplomatie de l'avenir qui n'a rien à voir avec, disons, une diplomatie en quelque sorte néocoloniale. Et le 8 avril 2013, Hollande va enfin décider de le recevoir. Autrement dit, Sassou Nguesso se dit, j'ai réussi mon coup. Quand j'ai démontré effectivement à Hollande que je pouvais me passer de vous et recevoir le président, si le président français n'est plus resté, disons, indifférent à mon endroit. Autrement dit, et là vous retrouvez un autre aspect du profil de M. Sassou Nguesso, le chantage. Chantage. La même méthode. Et quand, disons, j'avais été, disons, interviewé autrefois, j'avais expliqué ceci. C'est, après tout, avec Bongo, on connaît qu'est-ce qu'il est lié. Mais avant de parler de Bongo, professeur, simplement vous avez évoqué Hollande, là, on a tous vu, hein, j'ai encore cette image dans la tête. Quand Hollande reçoit Sassou Nguesso à l'Élysée, hein, il y a une image où Hollande lui tend le dos, lui dit bonjour avec la main tendue vers Sassou et il lui tend le dos. Je ne sais pas si vous avez cette image-là, mais je l'ai dans mes archives. Là, on pourrait la remontrer effectivement, disons, pour nos compatriotes, disons, pour les oui, c'est-à-dire que c'était pour dire, mais enfin, vous y avez tellement tenu, je vous reçois, mais disons, pas vraiment avec joie. Voilà, donc on sentait tout le monde. D'ailleurs, les journaux avaient beaucoup ricané là-dessus pour dire bon, qu'il y a un peu de mépris. Mais en fait, parce que Hollande s'était senti obligé de le recevoir parce qu'il y avait plusieurs pressions, notamment, disons, ces intermédiaires de la France-Afrique qui avaient finalement... Voilà. Les compagnies pétrolières et tout ça, tout tralala. Il faut le recevoir. Et donc, je disais que quand vous voyez Sassou, disons, se mettre à penser c'était qui? Ben, c'était Mobutu, c'est Bongo. Que dit Bongo justement à propos, disons, de la coopération internationale, principalement avec la France? Bongo a toujours répété cette phrase, que j'ai déjà, disons, appelée par ailleurs. Le Gabon est comme une jeune et belle fille à qui tout le monde fait la cour et qui ne se donnera qu'au meilleur offrant. Autrement dit, Sassou Nguesso, certainement, vous pouvez le comprendre à partir effectivement de la même problématique du pouvoir, qu'il veut effectivement impliquer, qu'il veut effectivement pousser les autorités françaises, donc le pouvoir français globalement, à accepter ce qu'il habite depuis quelques années, cette affaire du pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce qu'il est allé négocier auprès du Rwanda, il a commencé par le négocier auprès, disons, du pouvoir français. Mais en oubliant que les générations, disons, ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelqu'un comme M. Chirac aurait dit, allez-y, comptez avec nous, sans passer par, voilà. Le jeune Macron, même s'il est ce qu'il est par rapport aux intérêts français, mais il y a des affaires dans lesquelles il ne s'impliquera pas. Donc, à travers, effectivement, cette nouvelle découverte, disons, en Asie ou en Europe de l'Est, tout ce que l'on voudra, il y a la même problématique du pouvoir. Monsieur Sassou Nguesso n'était pas obligé, disons, devant les médias. Avant cela, je pense que vous avez été reçu, disons, par une année auparavant, quand vous avez été reçu par Poutine. Ça se passe sortir cette histoire pour dire qu'il y a eu un problème d'avion, on ne voulait pas que je vienne. Non, mais c'était gênant. On n'a pas besoin de dire des choses comme ça. Aussi bien Poutine que le pouvoir français avaient compris qu'il y a quelque chose qui se passe bien dans la tête. Des trucs comme ça, à la limite, on dit à l'oreille ou alors on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas devant les médias. Devant les médias, c'est pour faire comprendre à Poutine comme si Poutine était un idiot. Poutine sait exactement quelle est la place, disons, de Sassou Nguesso au sein du pouvoir français. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par rapport, effectivement, disons, à ces nouveaux choix d'aujourd'hui, ben, c'est la même problématique. En fait, il veut faire comprendre, disons, au pouvoir français que j'attends encore votre soutien dans ce que je veux, dans ce qui m'habite. Et c'est parce qu'il ne l'a pas. C'est parce qu'il ne l'a pas. C'est-à-dire de la même façon qu'il veut mettre, disons, le Rwanda dans le... Je serais même tenté de penser, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu effectivement le soutien total par rapport à son projet qu'il n'est pas allé vers le Rwanda? Mais je peux dire plusieurs précautions valent mieux qu'une. C'est la même problématique qu'il habite. Une chose est sûre, mon cher Georges, Sassou Nguesso sait quand même que la nature a ses droits et que par rapport effectivement à sa situation de l'heure,
eh ben, tout peut arriver. Donc, il est, disons, à la recherche, effectivement, de toutes les solutions, de toutes les garanties pour réussir la dévolution, disons, monarchiste du pouvoir. Et donc, essaie donc d'associer le Rwanda, essaie d'associer les pays, disons, enfin, disons, il va là-bas pour faire comprendre, effectivement, à la France que si vous ne me soutenez pas dans mon projet, voilà ce que vous risquez de perdre. C'est pour ça qu'effectivement, je prends l'anecdote de la jeune et belle fille à qui tout le monde veut faire la cour et qui se dit, bon, je ne pourrai venir votre vous, je ne vous maintiendrai avec moi dans mes relations que dans l'hypothèse où effectivement vous répondez à toutes mes demandes. C'est un chantage qui ne dit pas son nom. Donc, ça s'est démontré effectivement à partir du 8 avril 2013 pour lequel effectivement Hollande avait donc été contraint de le recevoir. La même façon, Georges, n'oublions jamais, c'est le même chantage qu'il a fait, disons, à Sassou Nguesso quand Hollande est obligé de dire le 21 octobre 2015 que le président Sassou peut bien organiser ses élections et sa consultation du peuple. C'est le même chantage qu'il avait fait. Le même chantage. Mais là, vous évoquez ça, professeur Bakouda Pelé. On nous rapporte aussi que c'était autour de la COP 21. Il y avait un sommet de la COP 21 où Hollande avait tout mis là-dessus. Il recevait le monde entier au Congo, à Paris. Et que Sassou Nguesso, comme à son habitude, avait casqué là-bas. Il avait casqué et c'est ça qui avait poussé évidemment Hollande à renier, n'est-ce pas, ce qu'il avait dit, qu'il y avait au sommet de la francophonie à Dakar. Voilà, et le RFI et France 24, deux jours avant d'aller au sommet de la francophonie à Dakar. C'est pour ça que, parce que, un instant, Georges, si effectivement pour son image, Sassou Nguesso était capable, disons, de donner 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, qui était moins dans le besoin que son propre pays, 50 millions au Niger, 50 millions, disons, à la Guinée, ben, ça veut dire que pour un pays comme la France, il est capable de donner 2-3 fois plus que ce qu'il avait donné, je veux dire, disons, que ce qu'il avait donné en Côte d'Ivoire. Et d'une façon ou d'une autre, puisqu'il a effectivement ces mercenaires, c'est-à-dire les gens de la France-Afrique, qui savent chaque fois lui conseiller pour dire sur tel aspect, si effectivement vous posez tel geste, ça va faire mouche. C'est ça. Les meilleurs, disons, conseils de M. Sassou Nguesso sont en France. Oui. Mais c'est là aussi, je veux rebondir là-dessus, professeur, c'est assez curieux. Hein? Les Français qui connaissent très bien l'Afrique, le Congo et Denis Sassou Nguesso, qui est quelque part leur produit, c'est leur produit, il faut le dire. Donc, ils connaissent très bien les coins et les recoins de la politique congolaise. Si les Français veulent aujourd'hui dire qu'écoutez, on va en finir avec Denis Sassou Nguesso, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et Sassou, on est conscient là-dessus. Et puis, beaucoup nous disent aussi qu'on est allé voir les Français, beaucoup sont allés voir les Français pour que ça change au Congo-Brazzaville. Les Français ont toujours eu un discours, c'est Sassou ou personne d'autre. Ça aussi, il en dit. Alors, si on met en lien avec les nouvelles terres de l'Asie centrale ou de l'Europe avec la Russie et tout le tralala, c'est quand même des gens qui certainement ont des services diplomatiques, qui connaissent bien le Congo parce que les gens savent qui est Denis Sassou Nguesso. Mais comme la Chine le fait, vos histoires politiques, c'est vos histoires politiques, moi, c'est les affaires. Et on se donne une cécité volontaire sur la criminalité politique de Denis Sassou Nguesso. Alors, donc ma question, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'on va chercher là-bas, en Azerbaïdjan? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Est-ce que c'est des armes? Est-ce que c'est l'argent qu'ils vont chercher là-bas? Qu'est-ce que ça veut tirer là, jusqu'à avoir le courage de tourner le dos à la France qu'il a façonnée? C'est d'abord et avant tout pour faire comprendre que si vous ne me donnez pas satisfaction dans ce que je veux, je peux aller là-bas. C'est d'abord et avant tout ça. Voilà. Forcément, Georges, quand on entend Sassou Nguesso en Russie en train de dire, ben oui, nous voulons maintenant avoir, disons, comme aide en matière de pétrole, disons, la Russie, mais d'une façon ou d'une autre, ici, ben, voilà. Je rappelle que quand tu étais le dire, c'est-à-dire un petit mois auparavant, il avait reçu le patron d'Elf. Il avait reçu M. Pouyanné, un mois avant. Donc, ah bon? Avant d'aller là-bas, il avait reçu Pouyanné. En tout cas, dans le même contexte, disons, moins de 2 mois. Alors, un mois, disons, après, avant, ou pas après, je pense qu'il avait reçu, disons, le PDG de Total.
Voilà, M. Pouyanné, à Oyo, il a reçu son bavin pour dire que on venait de découvrir un autre puits. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il trouve le moyen, disons, d'aller séjourner, disons, en Russie pour parler de la même affaire. Donc ça lui semble bien. Chez lui, les coïncidences n'existent pas. Quand effectivement, il se rend compte que, oui, là, effectivement, l'ancienne puissance, ou disons, je veux dire Total principalement, écoutez, est regardant, c'est le moment où il choisit effectivement pour aller vendre, entre guillemets, la même chose ailleurs, de telle sorte que là, ça puisse tiquer pour dire, mais un instant, mais nous sommes déjà là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à ce moment-là, effectivement, dès que ça tique là-bas, il dit, ah, vous y tenez quand même, si vous y tenez, moi également, je tiens à ceci. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il avait effectivement fait, disons, pour Hollande, disons, le 21 octobre 2015, pour que Hollande, effectivement, dise ce qui nous avait tous choqués. C'est la même procédure. Donc, n'allons pas chercher très loin. Cette nouvelle découverte, disons, par Sassou des pays de l'Asie centrale, il est dans la stratégie, la même qu'il utilise effectivement depuis 40 ans, comme pour dire, pour provoquer l'emballement de l'ancienne puissance coloniale par rapport à mes préoccupations, pour les contraindre effectivement à accepter ce que je veux, il faut que j'aille ailleurs. C'est pour ça que j'ai utilisé effectivement l'anecdote de la belle fille, disons de la jolie fille. Quand vous y tenez, mon cher John, il n'y a pas, voilà, vous dites, bon, voilà, écoute, n'y va pas, je vais arriver. C'est la même chose, ça permet de comprendre exactement comment. Le problème avec lui, c'est qu'il n'a jamais changé de méthode. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes stratégies. Hein? Donc, c'est le même analyse qu'il utilise. Et quand, disons, vous essayez de regarder avec son lourd et criminel passé, vous retrouvez exactement les explications pour effectivement comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est tout ça. Très bien. Alors, on va avancer rapidement, professeur. Bon, on parle de cessation de paiement au Congo-Brazzaville. Les caisses n'ont plus d'argent. Et ils ont chanté, ils ont dansé comme d'habitude. Il paraît qu'ils ont encore atteint une signature avec le FMI. Et on sait très bien que sur un certain nombre d'années, pendant 4 ou 5 ans, ou 4 ans, il y a eu des missions du FMI à Brazzaville, hein, où ils n'ont pas pu trouver d'entente aussi. Hein. Ils avaient une litanie des points là que le Congo devait respecter et tout le tralala, tout le tralala. Le Congo n'a jamais respecté ces points-là alors qu'ils avaient mis ça ensemble. Il y a quand même un peu, il y a des choses qu'on ne comprend pas pour ce Bakunda Pelé avec cette histoire-là. On nous parle des 14 000 milliards qu'on a volés. Tous les jours, on vend 60 millions, 160 millions de milliards qu'on a volés. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été volé par ces gens-là et ils dansent quand même quand le FMI va donner un petit argent comme ça là. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Là, on a enlevé la dette du Congo en 2010, toute la dette a été enlevée. Bon, l'initiative des pays pauvres très endettés, ils ont fait la fête jusqu'à pas possible. Bon, donc toute la dette est toujours. Et en 2022, je pense, ou 2023, les Chinois encore ont enlevé la dette, une partie de la dette du Congo-Brazzaville. Le Congo est producteur de pétrole. Et on voit très bien que les chiffres du pétrole, oh, ça soit toujours eu la chance d'être au pouvoir pendant que le pétrole est très élevé. Oh, pauvre Pascal Issouba. Pauvre Pascal Issouba qui n'avait pas un petit rang pour faire sa politique. Alors, on se demande, c'est quoi avec le FMI finalement? C'est quoi avec le FMI, avec tout ça, pour ce Bakouda? Comment les Congolais doivent comprendre? Ils n'ont pas d'argent. On n'arrive pas à payer quoi? 70 000 fonctionnaires que le Congo a seulement? Et même 70 000 fonctionnaires, quand on arrive à épurer les faux statuts là, on tomberait peut-être à 45 000 fonctionnaires que le Congo n'arrive pas à payer. Il y a quoi dedans pour ce Bakouda Pelé? Cher Georges, je pense que intuitivement nos compatriotes ont déjà compris. N'oublions pas que il y a une expression qui était en vogue il y a quelques années, comme ils appelaient, disons, le despote congolais, le nyongologue. Le nyongologue, voilà, c'est ça, le nyongologue. Donc, les économistes, les experts eux-mêmes, que nous ne savons pas, disent qu'aucun pays ne s'est développé avec le Fonds monétaire international, mon cher. Aucun pays ne s'est développé avec l'aide, disons. Le Fonds monétaire international, c'est d'abord une banque. Et c'est le miroir, disons, qu'utilisent effectivement ceux qui veulent investir, effectivement, pour savoir si le terrain est bon, l'espace est bon. Voilà. Donc, mon cher Georges,
quand on regarde effectivement, c'est-à-dire ce qui frappe, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, chaque fois, les autorités congolaises, nous sommes là la cinquième, hein, c'est-à-dire la cinquième signature, et ils disent, ben, c'est bon, on a encore signé. Et après, on verse le montant. Et quand on regarde le montant versé, j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, un compatriote avait dit, c'est du pipi de chat. Ça fait même pas 40 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'argent le plus souvent que les enfants, M. Sassou Nguesso, vont mettre quelque part, disons, dans les paradis fiscaux. Donc, cher Georges, bon, du point de, n'oublions pas que le Fonds monétaire, c'est une institution des Nations Unies. Donc, c'est la main sur le Congo. Mais de la même façon, nous étions en train de dire que M. Ouattara est convaincu qu'avec M. Sassou Nguesso, disons, le Congo n'ira jamais loin. Le Fonds monétaire en est également convaincu. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour garder effectivement le Congo dans le giron, qu'est-ce qu'ils font? Ben, effectivement, ils y vont, ils regardent, et puis ben voilà. Sinon, on se dira ceci. L'issue, ça devait être laquelle? C'est faire de telle sorte qu'en gardant effectivement sous sa tutelle, un peu comme on garderait un enfant, au bout d'un certain temps, effectivement, l'enfant retrouve effectivement, disons, ce réflexe pour bien marcher, et après, on le lâche, parce qu'on l'a éduqué, on a montré que. La question est la suivante. Qui, un seul instant, qui connaît le Congo, peut penser que au bout de, là on a signé, même au bout de la 10e signature, le Congo pourrait retrouver les rails en matière économique? Personne, mon cher Georges. Personne. Et donc, quand on voit, disons, les gens de Brazzaville, ceux qui sont autour du pouvoir, chaque fois, disons, en train de se frotter les mains pour dire oui, le Fonds monétaire, ce qu'on a suivi là, il y a quelques jours, effectivement, avec cette note qu'ils ont publiée pour dire, le Fonds monétaire a dit c'est bon. Nous savons tous que l'essentiel des mesures recommandées, effectivement, par le Fonds monétaire ne sont jamais entrées, effectivement, en vigueur. Et parmi celles-là, il y a effectivement le rapatriement de moyens, la lutte contre la corruption, etc., etc. On peut en multiplier, nous revenons pour ça, c'est connu. Nous sommes convaincus, Georges, que avec les mêmes méthodes, Sassou Nguesso, qui a déjà 40 ans, ben, écoutez, vous connaissez tous, nous connaissons tous la formule. Hein? On ne trouve pas la solution aux problèmes qui se posent à travers ceux qui ont créé ces problèmes. Il faut aller chercher ailleurs. C'est la formule d'Einstein. Donc, non. Je pense que si eux, généralement, se frottent les mains, c'est pour vouloir faire comprendre à nos compatriotes que non, ben, le Fonds monétaire a dit ça, c'est bon, donc voilà, on vous décourage, ils veulent décourager les gens pour dire non, c'est bon. Mais je pense qu'à notre niveau, et même les Congolais, le Congolais lambda a compris que ça ne marchera jamais. Hein. Sinon, ben, écoutez, nous sommes à la 5e signature, on aurait vu des signes. Or là, qu'est-ce que l'on constate? La situation devient de plus en plus compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce qu'ils veulent effectivement satisfaire le Fonds monétaire pour dire que nous nous conformons aux mesures et donc il faut essayer de faire. Mais il suffit d'un rien pour que ça lâche, puisque le mal, c'est-à-dire que nous l'avons dit, ben, effectivement, quoi disons, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Donc, c'est ça sur lui-même. C'est pas, si c'était une cause, d'ailleurs, on aurait dit, ben oui, effectivement, ils ont réussi, effectivement, à se laisser. Or, la cause de tout ce que nous vivons, c'est M. Sassou Nguesso lui-même et la bande des voleurs qui sont autour de lui. Donc, cher Georges, c'est-à-dire que ça ne peut que faire rire. Vous savez, Georges, quand vous regardez, moi, bon, j'ai les alertes, disons, sur les grandes institutions financières, disons, internationales. Il y a encore 2-3 jours, là, j'étais en le Pakistan, d'autres pays, quand on dit, ben oui, ils sont allés, c'est bon, ils ont donné combien? 100 milliards, 400 milliards de dollars. Rien que les 3 derniers jours. Mais quand tu regardes que le montant qu'on donne au Congo, c'est toujours en millions, qui n'arrive même pas à atteindre les 100 millions, on se dit, mais enfin, mais de qui se moque-t-on? Quand on voit effectivement chaque fois que le Fonds monétaire dit OK, et le montant effectivement, disons, qu'il donne, cher Georges, je pense que les autorités congolaises elles-mêmes ont déjà compris que non, le Fonds monétaire ne fait pas confiance. Le paquet n'est jamais venu. Le paquet n'est jamais venu. Et si le paquet n'est jamais venu au bout de 5 visites, ce qui veut dire qu'ils ont encore des réserves et ils ont raison d'avoir des réserves. Ils sont plus experts en la matière que toi et moi, que les autorités congolaises. Ils savent que ce pays est malade et qu'ils ne prendront jamais le risque de donner un gros paquet, disons, au Congo, parce qu'ils savent que jusque-là, les conditions que le Fonds monétaire avait causées et que les Congolais que le pouvoir congolais avait accepté n'ont jamais été exécutées. Ben,
Je me rappelle encore, mais disons, le Premier ministre Mouamba disait ceci. Chaque fois quand ils les reçoivent, ben, ils reçoivent effectivement les experts du Fonds monétaire international, ils disent, ben oui, et qu'on a pris telle précaution, tout, ben oui. Et on a dit, mais vous en avez sanctionné combien? C'est le Premier ministre Mouamba qui disait ça. Il dit, il nous pose la même question, vous en avez sanctionné combien? Personne. Les grands noms de ceux qui pillent au Congo sont connus par tous les Congolais, mon cher. Grand pied, oui. Tous les Congolais savent lesquels pillent au Congo. Et ils ne pillent pas 2, 3, 4, 5, 10 millions, disons, d'euros ou de dollars. C'est des dizaines. Et mais vous parlez de ce pillage-là. Parce que c'est là aussi on voit l'unité de la personne, la cohérence interne d'une personne, je veux dire une personnalité. C'est M. Denis Sassou Nguesso lui-même. On voit très bien quand il reprend son pouvoir en 1997, voilà, devant la marmaille de ces miliciens qui avaient fait la guerre et tout, tralala. Mais on a entendu M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il y avait des pillages. Il y avait des pillages à l'époque, hein? Les images sont là de toutes les façons. M. Denis Sassou Nguesso, pour calmer les gens, dit allez piller jusqu'à tel jour, allez piller jusqu'à tel. Il lui donne encore 2 ou 3 jours de pillage dans les maisons des Congolais. Voilà un président qui se lève pour dire ça. Allez piller encore. Mais ça, c'est quand même terrible. Hein? Le vol est rentré dans la circularité d'une gouvernance et c'est incroyable. Comment les gens se sentent à l'aise, professeur Bakuna Pélé, avec ça? Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des grands services publics ou des grandes entreprises du Congo savent que une fois que tu as pillé, tu mouilles ceux qui sont autour de M. Sassou Nguesso. Ils le savent tous. Dans toutes les grandes administrations, les administrations centrales, les grands établissements publics, administratifs ou industriels et commerciaux, quand ils pillent de l'argent, ils mouillent ceux qui sont autour de M. Sassou Nguesso. C'est la garantie pour qu'ils ne puissent pas être poursuivis. C'est ce qui se passe au Congo. Moi, je ne sais te dire. Vous savez, on avait parlé il y a quelques années de l'affaire Figa. Et j'avais expliqué que mais ça ne peut pas aboutir. Puisque parmi ceux qui ont été mouillés, il y a des gens qui sont autour de M. Sassou Nguesso. Donc, il arrive un moment où ça va être bloqué. Tout ce que l'on peut faire, c'est noter. Et quand tu regardes bien, effectivement, chaque fois quand on va dire ben, dans telle administration, dans tel ministère, il y a des problèmes, vous voyez tout de suite qu'il y a des gens proches de M. Sassou Nguesso qui sont impliqués, parmi sa famille, parmi ses proches. Et du coup, puisque ces personnes, disons 2, 3 personnes sont impliquées, ça s'arrête parce qu'ils savent que si on poursuit, celui qui est incriminé arrivera à démontrer qu'il y a effectivement un proche, disons, du chef d'État lui-même. Voilà comment ça se passe. Donc, façon de dire que, ben, puisque c'est au cœur du système, ben, ça ne peut pas changer. Hein? Donc, alors, oui, c'est une bonne transition vers le dernier point. On va terminer pour ce Bakuna Pélé. C'est ce que j'appelais en tout temps cette dramaturgie sécuritaire au Congo-Brazzaville. Là, vous parlez évidemment des gens qui volent, qui mouillent tout le système en tant que tel, mais on a comme l'impression que mais ce système est quand même, cet équilibre apparent, cette force apparente du système, qui avec tous ces scandales, on dirait, mais non, mais le système, il va exploser. Il va exploser maintenant avec la mise à la retraite du sécurocrate Monsieur Jean-François Ndengue, qui a tenu le pouvoir. Sans lui, Sassou ne serait pas là. Il le dit lui-même aussi. Et ça semble mal se passer. Comment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Monsieur Ndengue, de triste mémoire, de toutes les façons, il a dit lui-même, il paraît qu'il a fait enregistrer 8 heures de vidéos. On ne comprend pas. Et pour vous donner encore cet élément, c'est le même Ndengue que Chirac a fait voyager, hein, notamment en faisant réveiller la présidente de la Cour, je ne sais pas quoi. Là, vous allez nous le dire, vous êtes du métier. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que le départ de Ndengue peut entraîner comme conséquence? Est-ce que Sassou a bien fait de restructurer son système sécuritaire? Mais allons d'abord, disons, du fonctionnement rationnel d'un État. D'accord. En principe, M. Ndengue aurait pu être, disons, admis à la retraite depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais nous parlons de lui, il y a d'autres, il y a un au niveau du Trésor, on en parle. Donc, quand j'expliquais que
l'État n'existe plus au Congo. L'État fonctionne selon les caprices de M. Sassou Nguesso. Dans un État normal, il n'y aurait pas ce problème-là, disons, de M. Ndengue et d'autres. Le cas de M. Ndengue nous avait été raconté dans le détail par Maître Patrick Baudouin, avec qui nous avons dans l'Harmattan. Donc, un peu avant, effectivement, parce que c'était sur l'ouvrage Pétrole et violence au Congo-Brazzaville. Et il nous explique à peu près comment ça s'est passé cette nuit-là. Que, ils sont informés que, oui, l'un de ceux qui sont poursuivis pour les victimes du beach est là, et puis ils ont téléphoné et on l'a arrêté. Et il s'est dit, cette fois-ci, on a un gros poisson. Et ils se sont fait passer le message et le lendemain matin, on leur apprend que finalement, M. Ndengue a été lâché. Et ils sont allés pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et on leur a donné des détails. Que Sassou Nguesso a appelé M. Chirac et lui a fait comprendre qu'il a suffisamment donné au Congo pour subir ce qu'il est en train de subir. Et il tenait à ce que, effectivement, M. Ndengue soit lâché. Et c'est Jacques Chirac lui-même. D'ailleurs, il raconte dans la vidéo que nous avons faite. Il raconte lui-même exactement ce qui s'est passé. Et M. Chirac a effectivement appelé les services appropriés, dont on ne connaît pas, mais nous dit Maître Baudouin. Et nuitamment, on a lâché M. Ndengue et un avion est parti directement. Donc, ça montre à quel point, effectivement, il y a, je vais dire, disons, une véritable mafia dans les relations franco-africaines, principalement. Une collusion forte entre le système du Congo-Brazzaville et la France. Voilà, donc c'est ça. Et alors, donc, la question, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Est-ce que... On a tous suivi, les réseaux sociaux, où effectivement, semble-t-il, quand on est allé former M. Ndengue, M. Ndengue aurait dit que, oui, j'attends à ce que lui-même me dise, parce que c'est significatif de quelque chose. Autrement dit, M. Ndengue fait comprendre que je ne suis pas n'importe qui pour dire, c'est ce qu'il a dans la tête, puisque pour dire qu'il faut que ce soit lui-même qui vienne me le dire. Parce qu'il considère que j'ai beaucoup fait. Il me doit. Il ne peut pas me lâcher comme, disons, un fruit pressé. Et donc, de ce point de vue, non, c'est impossible. Il n'y croit pas. Donc, cher Georges, je viens d'expliquer. Il a trop fait pour la gouverne. Peut-être pas des Congolais qui le savent, parce que les émissions que nous faisons sont écoutées par beaucoup de gens en dehors du Congo-Brazzaville. Il a beaucoup fait, c'est-à-dire des tueries. C'est-à-dire qu'on a massacré des Congolais à tour de bras, partout dans le pool, pas seulement dans le pool, mais dans toute la République. C'est-à-dire le travail dont se prévaut M. Ndengue, c'est le travail de boucherie. Tout à fait. C'est le boucher. Boucherie humaine, entendu. Bien entendu, c'est clair, je suis, puisqu'on a commencé par la faire du biche, nos compatriotes, bon, c'est vrai, pour ceux qui ne sont pas congolais, peuvent se perdre un peu. C'est-à-dire que c'était effectivement l'arme, disons, du pouvoir pour la destruction humaine. Voilà ce qu'a été donc M. Ndengue. Et il pensait qu'avec tout ce que j'ai fait, la façon dont je me suis mouillé, la façon dont j'ai été massacré, pour effectivement que le pouvoir se maintienne, je ne peux pas être lâché comme ça. Voilà exactement ce qu'est donc M. Ndengue, qui on espère pour lui que, effectivement, le moment arrivera où effectivement la justice, disons, passera. Moi, j'en suis convaincu. Que ce soit lui ou d'autres, la justice passera. De temps en temps, je suis informé effectivement sur les évolutions de cette affaire. Nous sommes quand même dans ce qu'on appelle crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. Donc, lui et d'autres qui pensent que, non, le moment viendra, la justice passera. C'est ce que m'a toujours dit M. Baudouin aussi. Il dit, vous savez, M. Bankunda, nous sommes des humains, moi je peux passer, vous pouvez passer. Mais ces affaires sont aujourd'hui répertoriées auprès, disons, des juridictions internationales, auprès des juridictions qui ne sont pas des juridictions congolaises. Donc, à n'importe quel moment, voilà. Donc, ils utilisent aujourd'hui les moyens diplomatiques pour ne pas être interpellés, mais ça, je pense qu'il y aura un moment où ils rendront compte. Donc, de ce point de vue, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'ils le lâchent. On peut se poser mille une questions. Moi, j'ai tendance à rattacher cela à la guerre de succession qui est en train de se passer au sein du pouvoir. La guerre de succession. La guerre de succession. Et donc, nous avons dit au départ qu'il y a des gens qui considèrent comme étant de droit les héritiers ou les successeurs de M. Sassou Nguesso en raison de la façon dont ils sont mouillés. Et qui considèrent qu'en dehors de ce petit cercle qui a massacré sans limite des Congolais, ils considèrent que personne d'autre
Et quand effectivement, dans sa stratégie du pouvoir, M. Sassou Nguesso pense qu'il y a d'autres qui seraient effectivement plus appropriés, ça pose problème. Vous savez, disons, Georges, peut-être que vous avez oublié, quand nous avons fait l'interview sur les ingrédients du pouvoir, vous m'avez posé la question de savoir, mais comment ce jeune qui a suffisamment de moyens, Voilà, c'est ça. pourquoi il n'irait pas et puis et je vous avais dit, expliquer pourquoi il ne peut pas. Ce jeune entendu pour nos auditeurs, il s'agit du fils de Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, qui veut prendre la place de son père. On se comprend très bien. Continuez, maître, professeur. Je vous avais dit pourquoi il ne peut pas aller, parce que tous ceux qui sont impliqués, disons, parce que c'est une véritable mafia autour de M. Sassou Nguesso, ont aujourd'hui l'impression qu'il ne peut pas être tranquille en dehors du pouvoir. Donc, la première, disons, interrogation de M. Ndengue se dit, mais si je ne suis plus dans le pouvoir, mais je suis fragile. Son fils également, il se dit, mais je suis en quelque sorte, disons, traqué partout. Écoutez, il faut que je maintienne le pouvoir. Parce que s'il n'y a plus de pouvoir, je suis fragile. Et c'est comme ça que ça va se passer, mon cher Georges. Ça, je peux vous le garantir. Le jour où il perd le pouvoir, tous vont terminer, disons, en tôle. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour, effectivement, de M. Sassou Nguesso, c'est cette problématique-là. Disons, ceux qui l'ont soutenu de manière sanglante pour la conquête et le maintien du pouvoir se disent que pour notre sérénité, nous avons besoin de ce pouvoir. D'abord parce que c'est nous qui nous sommes impliqués et non son fils, et ensuite parce que notre vie, notre sécurité ne veut plus rien dire quand nous n'avons pas le pouvoir. Et ceux qui, effectivement, notamment le clan qui est lié à son fils, se disent, mais nous ne serons jamais tranquilles si ces gens-là sont là. Voilà donc ce qui est en train de se passer autour de M. Sassou Nguesso et qui peut éclater à n'importe quel moment, cher Georges. Il peut éclater à n'importe quel moment. Et c'est ça que nous avions abordé au cours de cette interview. Je vous avais expliqué que, et c'est la même chose que j'ai expliqué à notre cher président au cours de la dernière interview, que ce jeune garçon, au-delà de tout ce qu'il peut penser, il peut accéder au pouvoir, mais ne présidera jamais. Parce qu'il y a tellement d'enjeux, des enjeux tellement compliqués que, d'une façon ou d'une autre, c'est une question de survie pour les différents clans, effectivement, qui sont en train de se battre pour le pouvoir. Voilà le drame, disons, de cette famille. Oui, professeur, c'est la toute dernière question à la suite de ce que vous venez de dire. Au cours d'un échange télévisuel, là, j'étais invité et puis j'avais sorti l'idée de la responsabilité filiale. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, qui posent des actes très, très, très difficiles, dommageables pour le pays, on n'a pas les mots pour décrire ceux qui vont jusqu'à des extrémités les plus impensables. Et cette responsabilité filiale, c'était de laisser poser la responsabilité de ce que les parents ont fait sur les enfants. Et les gens avaient réagi négativement là-dessus en disant, mais les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Mais quand on voit quand même aussi dans la situation, quelque part, je peux comprendre cela, mais c'est à mon corps défendant que j'avais fait cette proposition-là. Mais quand on voit les enfants en question, puis comment on intègre, n'est-ce pas, dans la circularité du politique au Congo-Brazzaville, la lignée des enfants aussi, qu'on met député ici, qu'on met ministre là, on met ici, et puis ils ont même une association finalement des enfants, même les enfants des anciens politiques qui ont disparu et qui ont parfois disparu dans des conditions quand même floues et qu'on récupère les enfants qu'on met dans le système, le fils de Tister pour ne pas les citer, le fils de Kolela pour ne pas les citer, y compris Kolela lui-même. Donc il y a quand même aussi une chose comme ça qui est dans le système. Et quand on dit évidemment laisser poser la responsabilité sur les enfants, c'est peut-être aussi pour avoir un impact ou bien une réaction psychologique pour ceux qui sont au pouvoir, pour qu'ils comprennent que, attention, ce que nous posons aujourd'hui, ça peut retomber sur nos enfants en tant que tels. Et peut-être avec une pensée comme ça, ils peuvent se raviser.
Mais ils ont comme l'impression que non, mais c'est moi qui pose des actions, c'est moi qui tue les gens, mes enfants n'ont rien à voir, et donc mes enfants resteront tranquilles. Ou alors mes enfants ont tellement d'argent que quand on va perdre le pouvoir, ils iront s'asseoir à l'étranger et hors d'atteinte. Je sais pas, bon voilà. C'est même pas une question, mais c'est une réflexion comme ça. Si vous avez, n'est-ce pas, le loisir, vous voulez réagir là-dessus, professeur Bakouta Pélé, je vous laisse la parole. Oui, c'est une question importante, Georges. Moi, j'ai analysé à partir de 2017, c'est-à-dire les législatives. C'est un constat personnel que j'avais donc effectivement fait pour constater que finalement, dans la tête de M. Sassou Nguesso et de ceux qui sont autour de lui, ils avaient initié ce que j'avais appelé des dynasties autocratiques. C'est-à-dire que dynastie autocratique, d'accord. c'est-à-dire qu'il fallait effectivement, quand ils ont regardé effectivement notre histoire politique, les grands noms de la vie politique, et qu'il fallait effectivement, dans leur tête, soutenir les rejetons, enfin disons, les descendants de ces personnalités de telle sorte que ce soit ces personnalités. Pourquoi? Je t'aime que ce soit ces personnalités qui deviennent les soutiens, disons, du fils à M. Sassou Nguesso. C'est-à-dire ce que, disons, dans une formule pas très très convenable, au Congo, on avait parlé, disons, de la parentocratie. La parentocratie, oui. Que, voilà, que le mot parentocratie est mal placé. La réalité, c'est laquelle? Georges a expliqué au départ que non, la nation existe bel et bien et que c'est, disons, l'élite qui triche. C'est que même le pouvoir de M. Sassou Nguesso a compris que la donne tribale, la donne nord-sud, au bout d'un certain temps, va s'enrayer, ça ne marchera pas. Et qu'il faut lui trouver en quelque sorte, disons, un autre paradigme. Et c'est lequel? Monsieur Sassou Nguesso, ceux qui sont autour du sont dit, il faut que nous ayons des noms, des grands noms dans les différentes collectivités, disons, territoriales, qui soient en quelque sorte nos relais. De telle sorte que quand il faudra mobiliser, parce qu'ils se disent que de façon perpétuelle arrivera un moment où la tricherie que M. Sassou Nguesso fait depuis 2002, ils auront du mal à connaître utiliser ça. Par contre, en mobilisant effectivement dans les collectivités locales, en prenant les noms, vous avez commencé à citer certains vous-même, vous voyez, c'est la famille Tister, c'est les collés là, ils sont allés jusqu'à repêcher le fils d'Issouba pour dire, voilà, et ils se disent, si nous avons effectivement des noms comme ça, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup, ouais, Yombi et tout. Donc, c'est eux que nous allons effectivement, disons, mobiliser en leur donnant tous les moyens, de telle sorte qu'ils soient nos représentants pour mobiliser, disons, à l'occasion disons, des consultations futures, tout en n'excluant pas la tricherie, mais il se dit, il vaut mieux 2-3 mesures que l'unique de la tricherie. Voilà ce qui est en tête. Donc, sur cette base, par rapport, disons, à la question qu'on vient de poser. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas faire l'économie de l'engagement de la responsabilité du système, à côté effectivement de la responsabilité individuelle. Après tout, Georges, qui peut un seul instant de manière sérieuse soutenir que le régime de M. Sassou Nguesso n'est pas un régime criminel à tous les égards, c'est-à-dire humain, financier? C'est visible, c'est macroscopique. Le système de M. Sassou Nguesso, c'est les crimes, c'est les pillages humains, c'est les antivaleurs, je dis toujours, c'est à tous les niveaux. Et je dis toujours, même quand vous étiez sérieux, que vous approchez le système de M. Sassou Nguesso, mais vous devenez dangereux, c'est-à-dire que vous baignez dans les antivaleurs. C'est ainsi que dans ce système, tous ceux qui sont autour de lui, même ceux qui au départ avaient été sérieux, deviennent des grands pilleurs. Donc, moi, je comprends ce que vous avez voulu dire. Et, bien sûr, je suis juriste pour bien le savoir. Il faudra effectivement trouver un lien entre ce qui peut être reproché et les gestes qui vont être posés. Il ne sera pas difficile de les trouver. Il ne sera pas difficile de trouver. Il est difficile de rester dans un système comme celui de M. Sassou Nguesso et de ne pas baigner dans les mauvaises pratiques que nous connaissons. Donc, ça, j'en suis convaincu. Voilà, j'en suis convaincu. Ne fût-ce que parce que, effectivement, quand vous ne baignez pas dans les mêmes pratiques que, disons, le pouvoir, vous devenez suspect. Ils vont trouver anormal que vous ne plongiez pas effectivement dans les mêmes pratiques qui sont chez eux, disons, des pratiques quotidiennes. Donc, je suis d'accord avec vous, mais naturellement, c'est peut-être ce que les autres ont voulu dire, c'est pas de principe. Il faudra effectivement établir le lien entre effectivement leur statut en tant que descendants, effectivement, des criminels, humains ou financiers,
et les gestes qu'ils auront posés, mais il ne sera pas difficile d'entrer, mon cher Georges. Très bien. Ben, merci beaucoup, professeur Félix Bakuna-Pélé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a pris plus de temps que prévu, mais c'est bien. Les explications que vous nous avez apportées. On comprend très bien que M. Denis Sassou Nguesso, quelque part, est paniqué. Il est paniqué, il est à la fin de sa vie, pratiquement. Il se demande comment est-ce qu'il va faire avec tout ce qu'il a bâti, le mal qu'il a bâti, il veut le conserver. Ben, il va chercher aussi des nouvelles voies en Asie centrale, en Europe, là-bas, vers la Russie. On le voit très bien. Et puis aussi, l'usage qu'il fait de l'argent aussi, hein, donc il instrumentalise tout avec le FMI. Vous avez donné des éléments très probants là ici. Et toujours, il est tellement accroché, c'est-à-dire l'idée de partir, de chercher peut-être une possibilité de sortir, parce que la grosse porte en question, on la lui laisse toujours, hein, malgré ce qu'il a fait, mais il veut pas la prendre. Il veut pas la prendre, cette porte-là. Donc, c'est-à-dire, c'est impossible pour M. Denis Sassou Nguesso de dire, mais écoutez, avec tout ce que j'ai fait, en 2026, je ne me représente pas et je vous laisse vous organiser un peu pour les élections qui arrivent à ce moment-là et je reste à votre disposition. Impossible que M. Denis Sassou Nguesso puisse penser comme cela, malheureusement. Et puis, cette panique aussi lui pousse à bouger un peu dans sa sécurocratie, là, avec le départ de monsieur Ndengue. Et c'est l'occasion pour nous de dire à M. Ndengue, vous devenez vulnérable, M. Ndengue. La nation congolaise existe bel et bien. C'est pas une chimère. La nation congolaise, elle est instrumentalisée par M. Denis Sassou Nguesso. On peut bien la reconstruire et mieux, ça sera tôt et ça ira bien pour les Congolais. N'attendons pas trop. Voilà, merci une fois de plus pour ce Bakuna Pelé. La prochaine fois, accordez-nous encore de faire une émission sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aussi. Hein, le régime de M. Denis Sassou Nguesso influence jusque là-bas. Hein, vous le savez très bien, on a évoqué quelques aspects. Donnez-nous la promesse de venir à notre antenne pour que nous en parlions. Bon, voilà, donc je pense que vous n'avez pas un dernier mot. Si vous l'avez, dites-le en un petit mot. Sinon, on va remercier nos auditeurs et nos téléspectateurs. En un mot, effectivement, M. Sassou Nguesso se bat comme un lion pour survivre, pour permettre, disons, la perpétuation, disons, son système, mais à l'image des régimes qui ont précédé, des systèmes des gens qui ont précédé, il arrivera à sa fin et j'ai bien peur qu'il soit en train d'y arriver. Voilà, donc il n'y échappera pas. Avant lui, il y en a qui ont pensé que le système serait infernal, non, il va y arriver, on va y arriver et lui et d'autres rendront des comptes parce que on ne peut pas avoir fait autant de mal à un peuple et puis dire que l'on peut s'en sortir. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà. Le dernier mot reviendra au Congo et aux Congolais, ça j'en suis convaincu, mon cher Georges. Merci. Très bien. Très bien, professeur Bakuna Pelé. Alors, il nous reste à vous remercier, nos chers téléspectateurs et nos chères téléspectatrices, de nous soutenir. Mais vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez juste à aimer nos émissions, aller cliquer là où il faut cliquer les petites cloches pour être informé de nos émissions. Et puis, voilà, venez avec nous, échangez, commentez nos émissions. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce que nous vous disons. Qu'on échange. Pour une fois, on est au même niveau, on est ensemble. Nous avons besoin de rebâtir, n'est-ce pas, ce beau pays, ce très beau pays de 5 millions d'habitants, un pays excessivement riche. On a été gâté par la nature ou par Dieu, je n'en sais rien, mais il est bien vrai que il est possible, comme l'a dit le professeur Bakuna Pelé, qu'on puisse bâtir de bien-être pour tous les Congolais sans exception avec toutes les richesses que nous avons. Ce n'est pas une chimère. Le président de la Côte d'Ivoire l'a bien dit clairement, le professeur Bakuna Pelé nous l'a redit, pauvre Congo et pauvre Congolais. Refusons qu'on nous parle de pauvres Congolais, refusons qu'on parle de notre pays comme étant un pays pauvre. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main et nous vous remercions et au plaisir de vous voir à notre prochaine émission qui ne saurait tarder. Merci beaucoup.